Bonjour tout le monde. On va, s'il vous plaît, on va commencer notre cours intitulé Dystomatose. Donc, on a vu la dernière fois, vous avez vu les différents éléments. Donc, on a fait une petite introduction en élémentologie. Vous avez vu les cystodes adultes, s'il vous plaît. Vous avez vu les cystodes adultes, vous avez vu les cystodes larvaires, et vous avez vu, je pense, les schistosomiases. Donc, vous avez terminé les cystodes. Et on entre dans les trématodes. Dans les trématodes, il y a les schistosomiases et il y a les dystomatoses. Alors, c'est quoi les dystomatoses? Les dystomatoses, ou bien les douves, sont divers plats. Donc, on est toujours dans les platelments qui sont dus à divers hermaphrodites qui sont de la classe des trématodes, qui sont les douves. Donc, dans les douves, généralement, la transmission à l'homme se fait secondairement à la contamination par voie orale et généralement d'origine digestive. Donc, le diagnostic se fait au laboratoire. Généralement, le diagnostic est biologique. Donc, et il est orienté essentiellement par l'hyperéosinophilie. Donc, il faut bien garder ce mot hyperéosinophilie. Pourquoi? Parce que généralement, on le retrouve au cours des éléments. يعني les éléments, la plupart des éléments ils provoquent une hyperéosinophilie. Et plus spécifiquement, l'hyperéosinophilie est fréquente au cours des dystomatoses. D'accord? Alors, donc les dystomatoses sont classées selon la localisation. Donc on retrouve des dystomatoses hépatiques, des dystomatoses pulmonaires et des dystomatoses intestinales. Donc nous allons les voir. Alors, pour les dystomatoses hépatiques, donc hépatobiliaires, il y a la dystomatose, ou bien la douve la plus fréquente, c'est la fasciolose qui provoque, c'est la fasciolose, ou bien la dystomatose à fasciola hepatica. Donc, comme le nom l'indique, c'est hepatica, donc de localisation hépatique. Donc, c'est la fasciolose, c'est la dystomatose la plus fréquente chez l'homme. Donc, c'est la plus importante. D'accord? Donc, comme vous voyez dans les images, donc les dystomatoses sont divers. Le corps, il n'est pas segmenté, donc il n'y a pas d'anneau, il n'est pas segmenté, il est aplati, comme vous voyez dans les images. Il mesure 3 cm de longueur, donc 3 cm, vous imaginez 3 cm, c'est assez long. Donc, à l'œil nu, donc il est visible. Donc la forme de fasciola hepatica, comme vous voyez dans les images, donc la partie antérieure, elle est large. Donc le corps, il est large à la partie antérieure et il va en diminuant progressivement jusqu'à la partie postérieure. Donc la fasciola hepatica, elle a une forme, on dirait une feuille. On dirait warqa. D'accord? La partie antérieure de fasciola, la partie antérieure de fasciola, comme vous voyez, elle présente un prolongement, un petit prolongement, le prolongement, ou bien la cône antérieure, la cône céphalique. Donc, et cette cône, comme vous voyez, elle porte 2 ventouses. Donc, une ventouse buccale et une ventouse ventrale. Donc, c'est ventouse ventrale, c'est l'organe de fixation. Généralement, la composition de fasciola hepatica, le tube digestif, comme vous le voyez, il est très ramifié.
Donc là, c'est un schéma de fasciole hepatica qui montre un tube digestif très ramifié. Donc, comme je vous avais dit, fasciole hepatica, donc c'est hermaphrodite. Les douves sont hermaphrodites, il n'y a pas de séparation sexuelle. Généralement, il y a l'appareil génital mâle et femelle. Donc, l'appareil génital mâle qui est fait par les deux testicules, violets, et les glandes vitellogènes latérales et un seul ovaire. Un seul ovaire et l'utérus. Donc là, la fécondation se fait chez le même parasite. Donc chez fasciole hepatica, il y a fécondation par les testicules. Au niveau de l'utérus, il y a formation des œufs qui sont éliminés dans les canaux biliaires. Donc la localisation de fasciole hepatica, elle est hépatique. Exactement, ils vivent dans les canaux biliaires. Et généralement, la nourriture, elle est faite du sang et de la bile et de mucus. Les hôtes intermédiaires sont représentés par les ovins et les bovins. Chez l'homme, généralement, la longévité de l'adulte, elle est de 10 ans. Donc, c'est assez long. 10 ans, c'est assez long. L'hôte intermédiaire. L'hôte intermédiaire de fasciole hepatica, c'est la limni. La limni, هذه normalement تكونوا كامل شفتوها. كاينه même en Algérie عندنا. قولوا له كيفاه تقولوا له بوجغل له. كاين واش يقولوا له. Donc هنا هذا هو l'hôte intermédiaire de fasciole hepatica, c'est la limni. La limni هذه نقدروا نلقاوها كاينه في l'Algérie. Généralement, c'est un petit mollusque qui mesure de 7 à 8 mm de longueur. Généralement, la coque, elle est enroulée, comme vous voyez, en spirale, de 5 à 6 enroulements. Et généralement, elle vit dans les eaux douces et les mares peu profondes, les terres humides, argileuses et les berges des ruisseaux. Généralement, l'infestation de la limnie se fait au début de l'été. Le deuxième hôte intermédiaire, les plantes semi-aquatiques, ou bien les végétaux sauvages. Il y a les plantes semi-aquatiques, il y a les végétaux sauvages. Donc généralement, elles sont contaminées par les métacercaires. Comme vous voyez dans ces images, c'est les cressons sauvages, les salades sauvages. Le miracidium, donc c'est une petite forme qui est capable de nager dans l'eau pour aller à la recherche de son hôte intermédiaire qui est la lime. Les cercaires sont pourvus, comme vous voyez, d'une queue et toujours ils sont capables de nager dans l'eau et se fixent sur les végétaux semi-aquatiques pour se transformer, pour s'enquister et se transformer en forme de résistance, c'est les métacercaires qui sont des formes infestantes pour l'homme. Le réservoir du parasite, donc le réservoir il est fait par les animaux, les ovins et les bovins généralement, mais les malades aussi sont des réservoirs. Pourquoi? Parce que les malades peuvent émettre aussi les formes qui vont évoluer vers la forme infestante. Le mode de contamination, généralement, le mode de contamination se fait par l'ingestion des cressons, les salades cueillies dans les pâturages. يعني مثلا وحده تقول ندير ريجيم ناكل السلطه ناكل غير لي سالاد بعد تكره من السلطه الاخرى تقول لك انا جو في مونجي لي سالاد سوفاج. Là, il y a possibilité de rattraper cette maladie. D'accord? Le cycle évolutif. Le cycle évolutif, donc, c'est un cycle hétérogène, donc nécessite plusieurs hôtes intermédiaires, 2 hôtes intermédiaires. Donc, généralement, le cycle commence
chez les hommes, l'homme, ou bien les ovins et les bovins. Donc, l'adulte est retrouvé au niveau du foie, exactement au niveau des voies biliaires. Donc, il est localisé au niveau des voies biliaires. Donc, les adultes vont émettre des œufs, les œufs, ils vont émettre des œufs qui sont éliminés dans le milieu extérieur avec les selles du malade. Arrivés au niveau du milieu extérieur, surtout au niveau de l'eau, donc s'il y a de l'eau, donc là, le cycle va continuer. Les œufs vont libérer un embryon qui nage dans l'eau, c'est le méracédium. Ce méracédium, il nage dans l'eau à la rencontre, à la recherche de son hôte intermédiaire, qui est la limnée. Donc, le méracédium hada, il va pénétrer à l'intérieur du corps de la limnée, et à l'intérieur du corps de la limnée, il va y avoir des transformations polyembryonnaires. Ça veut dire, la cellule va se multiplier, et elle va donner des centaines de rhédis. Ces rhédis vont se transformer en cercaires. Ces cercaires vont quitter le corps de la limnée et vont nager dans l'eau, les cercaires à l'eau, ils vont nager dans l'eau et à la recherche de son hôte, deuxième hôte intermédiaire qui est les végétaux aquatiques. Donc ils vont s'enquister sur les végétaux aquatiques. Là, l'homme, il va s'infester, l'homme, les ovins et les bovins vont s'infester en ingérant les végétaux semi-aquatiques, les cressons, qui sont souillés par la forme infestante pour l'homme, qui est la métacercaire. Et le cycle, donc, est arrivé au niveau de l'estomac de l'animal ou bien de l'homme. Là, les métacercaires vont se désenquister, vont libérer un petit embryon qui va traverser la lumière intestinale, il va gagner le foie, il va donner des petites distomules qui vont se transformer en adultes au niveau des voies biliaires de l'homme. C'est clair, le cycle. La répartition géographique, généralement cette maladie elle est cosmopolite, donc on peut l'observer au niveau des différentes régions du monde. En Algérie, il y a plusieurs régions qui sont touchées par cette maladie, surtout les régions de Metija, Jijil, Tahir, Ouladi Aïch, Blida, l'Alma. Donc généralement, les régions qui sont endémiques par cette parasitose. Cliniquement, qu'est-ce qu'on retrouve chez l'homme? Donc l'homme, la première phase, c'est la phase d'invasion. Généralement, la phase d'invasion chez l'homme se traduit par des douleurs au niveau de l'hypocondre droit et une fièvre, généralement qui peut aller jusqu'à 40 degrés, une hépatomégalie, une augmentation de la taille du foie, et parfois on peut retrouver d'autres signes cliniques, à savoir une malaise, des troubles digestifs, des arthralgies, des myalgies, une splénomégalie, une altération de l'état général, parfois des diarrhées, des vomissements. Parfois, on peut retrouver des manifestations allergiques qui se traduisent par un urticaire. C'est généralement dû au contact entre les distomules et le sang qui vont se traduire par des réactions allergiques, l'urticaire. Pendant la phase d'état, le parasite adulte, il est au niveau du foie. Là, généralement, elle débute après 3 mois après l'infestation. Et elle se traduit par un syndrome très caractéristique des dystomatoses, c'est l'angiocolite aiguë. Donc, il se traduit par des troubles digestifs, des vomissements, une diarrhée, une fièvre et parfois un ictère. هادو هضرنا على la fasciolose hépatique. Généralement, elle est de localisation hépatique, fasciola hépatique. Mais dans la littérature, on a retrouvé d'autres localisations de fasciola et ces localisations sont ectopiques, sont rares, mais ça existe. Donc il y a les localisations
sous-cutanées, il y a les localisations thoraciques, cérébrales, pulmonaires, oculaires et lymphatiques, au niveau des ganglions lymphatiques. Le diagnostic. Comment on fait le diagnostic au laboratoire? C'est pas au laboratoire. Comment on fait le diagnostic de fasciola? En premier lieu, il y a des éléments qui vont nous orienter. Donc, surtout, elle oriente le clinicien vers fasciola hepatica. Donc, le clinicien, il va suspecter fasciola hepatica. Généralement, le premier signe précoce, donc généralement 15 jours après l'infestation, c'est l'hyperiosinophilie. Donc, c'est très caractéristique au cours de la fasciolose. Yani, si vous êtes médecin, vous retrouvez une hyperiosinophilie, la première des choses à penser, c'est fasciola hepatica. Yani, directement qu'il s'agit du fasciola hepatica. Généralement, l'hyperiosinophilie de telle intensité, elle est fréquente, elle est rencontrée au cours de deux affections parasitaires qui sont la fasciolose et la trichinellose, qui sont cliniquement très différentes. Donc, il y a des manifestations surtout digestives. Certains examens aussi peuvent nous orienter vers l'atteinte par des fascioloses, à savoir l'échographie, le scanner, ou bien la scintigraphie et la cholangiographie. Le diagnostic parasitologique. Le diagnostic parasitologique se fait généralement par la mise en évidence des œufs au niveau des selles. Donc les œufs, généralement les œufs, ils ont une couleur, comme vous voyez ici, une couleur brun clair. Ils ont une forme ovoïde et ils possèdent à l'une de leurs extrémités un opercule convexe. C'est une ouverture, une sorte d'ouverture. Et le contenu des œufs de fasciola hepatica, elle est formée de nombreuses cellules à l'intérieur de l'œuf. Généralement, la recherche des œufs se fait, elle est négative pendant la phase d'invasion, parce qu'il n'y a pas d'adultes. Mais parfois, elle peut rester négative même après les 3 mois. Elle reste parasitologiquement muette. Pardon. Et le risque d'erreur, il diminue en répétant l'examen coprologique. Donc il faut répéter l'examen coprologique. Mais on a recours parfois à des techniques de concentration qui permettent de trouver ces œufs. La technique la plus fréquente, c'est la technique de Kato. Donc la technique de Kato, on prend des rectangles de cellophane, le cellophane, on le laisse tremper dans une solution éclaircissante, le cellophane, la solution éclaircissante qui contient la glycérine, le verre de malachite et l'eau distillée. Ensuite, comme vous voyez ici, on dépose sur une lame recouverte d'un rectangle de cellophane qui humidifie et étalé. Donc on prend une petite noix de sel, on la met sur le rectangle de cellophane, on la met sur une lame, ensuite on recouvre par une lamelle et on observe au microscope. Donc cette technique, c'est simple, c'est une technique assez simple qu'on fait au laboratoire, même au niveau de notre laboratoire, on l'a fait. Elle nous permet d'éclaircir donc le contenu de prélèvement. Parfois, on a recours à un examen sérologique. Donc, l'examen sérologique, on peut le faire par l'immunofluorescence indirecte, généralement réalisée sur des coupes de congélation de fasciola hepatica adultes, ou bien par l'immunoélectrodiffusion, ou bien électrophorèse, en utilisant un antigène brut lyophilisé. On peut aussi utiliser la technique ELISA. Donc c'est la technique généralement la plus utilisée. C'est la technique ELISA qui utilise un antigène somatique purifié. On peut aussi utiliser l'hémagglutination indirecte.
Il y a aussi la technique Western blot qui permet la mise en évidence de l'antigène de Fasciola hepatica. Il y a la détection de l'antigène circulant, la recherche de l'IgE spécifique. Il y a aussi l'IDR à l'antigène dystomien, mais actuellement cette technique est abandonnée. Ces techniques ou bien ces méthodes nous permettent de suivre l'efficacité thérapeutique. Le traitement, anciennement ou bien classiquement, on donne la dihydroergotamine à une posologie de 1 mg par kilo par jour, pendant 10 jours. Actuellement, on donne le triclébendazole à une posologie de 10 mg par kilo par jour. Et on fait un suivi sérologique, le premier, le deuxième et le 6e mois. La prévention, donc la prophylaxie. La prophylaxie individuelle, donc, elle consiste à exclure la consommation des crudités sauvages. Donc, il faut éviter les crudités sauvages. Donc, il faut savoir que seule la cuisson à plus de 50 degrés est efficace sur les métacercaires, qui sont généralement résistants à la dessiccation, au vinaigre, la moutarde, l'eau de javel et le permanganate. Mais le lavage répété des salades parfois est efficace. Il nous permet d'éliminer les parasites qui sont fixés sur le feuille. Donc, تغسلوا السلطة لازم تغسلوها مليح ورقة ورقة. Je sais pas إلا كان تغسلوها ورقة ورقة. يلوحوها هكا يغسلوها وعندي. Alors, pour la prophylaxie collective, donc l'éducation sanitaire, donc si on sait, par exemple la population connaît le cycle évolutif de Fasciola hepatica, donc ça nous permet d'éviter cette maladie. Et la surveillance sanitaire des cressonnières industrielles. احنا ما عندناش لي cressonnières industrielles هذو يعني يغسلوا السلطه ويبيعوها في لي سوبر لي غروند سيرفاس. حنا ما عندناش. كاين en Europe كاين لي اندستري اللي qui sont spécialisés dans les salades. يغسلوا السلطه كيما هكا يحطوهم في دي بواط يبيعوهم في لي سوبر مارشي. D'accord. Donc هنا il faut faire une surveillance. Et le contrôle de systèmes d'irrigation contaminés par les excréta humains. Les autres dystomatoses, donc les autres dystomatoses sont moins fréquentes que Fasciola hepatica, mais ça existe aussi. Donc il y a toujours dans les dystomatoses hépatiques, il y a la dystomatose à Fasciola giganteca. Donc giganteca, c'est assez grand, c'est une très grande douve qui a une forme qui prend des questions même maintenant. Vous pouvez me 5 cm, donc c'est assez grand. Généralement, la répartition géographique de cette douve est observée généralement au niveau de l'Afrique centrale et l'Extrême-Orient. Généralement, aussi l'hôte définitif est représenté par les ovins et les bovins et les caprins, et aussi, accidentellement, elles peuvent toucher l'homme. Il y a aussi Dicrocilium dendriticum, ou bien la petite douve, comme vous voyez, c'est la petite douve. Elle est cosmopolite, donc c'est pas spécifique d'une région, rencontrée chez le mouton, mais exceptionnellement, on peut la retrouver chez l'homme. Comme vous voyez dans les images, donc c'est un petit ver lanciolé qui a une taille qui peut aller jusqu'à 15 mm de longueur. Les œufs sont ovalaires de petite taille, asymétriques. Elles sont toujours operculées. Elles peuvent aller jusqu'à 45 micromètres. Toujours la contamination se fait par voie orale, par la consommation, l'ingestion des baies sauvages et des fruits tombés. Généralement, les signes cliniques sont représentés par des troubles digestifs et parfois neurologiques. On peut retrouver aussi une fièvre et une asthénie. Le diagnostic,
il est parasitologique par la mise en évidence des œufs au niveau des selles. Toujours dans les douves hépatiques, il y a les opistorchiases. Les opistorchiases, on regroupe la nomination des opistorchiases, on regroupe le Clonorchis sinensis, ou bien la douve de Chine. La Chine, هذه كل جا من عندها. Même la douve Clonorchis sinensis, c'est la douve de Chine. Il y a l'Opistorchis filinus, il y a l'Opistorchus vivirini, donc, qui sont des parasites respectivement du chien et du chat. Généralement, la description morphologique de Clonorchis sinensis, c'est un petit ver plat, lanciolé, donc il a une forme lanciolée comme vous voyez, qui mesure jusqu'à 25 mm de longueur. Les œufs mesurent 30 micromètres de longueur, elles sont operculées. Donc comme vous voyez, la forme, il y a un opercule. Et généralement, cette parasitose est rencontrée en Asie, en Chine et en Indochine. Cliniquement, les opistorchiases se traduisent par une fièvre, un œdème, des adénopathies, parfois des myalgies, des arthralgies, un urticaire qui traduit des réactions allergiques. Si on ne traite pas les malades, donc on peut retrouver des complications, à savoir une cholangite, des cholangiocarcinomes, une pancréatite, une cirrhose. Le diagnostic, comment on fait le diagnostic des opistorchiases? Donc, se fait par la mise en évidence des œufs au niveau des selles ou bien au niveau du liquide duodénal. Deuxième localisation, c'est les dystomatoses pulmonaires ou bien les paragonimoses. Donc, elles sont anthropophiles, donc ce sont des anthropozoonoses qui touchent l'homme et les animaux, qui sont fréquentes surtout en Extrême-Orient, mais on peut la rencontrer au niveau de l'Afrique, de l'Amérique latine. Le parasite, le incrimini ou bien la douve incriminée dans cette dystomatose, c'est Paragonimus westermani, qui est un parasite normalement du chien, du chat et du porc. Donc normalement, c'est un parasite animal, mais il peut toucher l'homme. Donc ce parasite, c'est un petit parasite qui peut aller jusqu'à 16 mm de longueur. Donc les œufs sont ovalaires, mesurent de 80 à 100 micromètres de longueur, avec un opercule polaire. Généralement, le cycle évolutif Le cycle évolutif des paragonimoses est le même que le cycle évolutif de Phaseola hepaticum, mais il y a une petite différence. La différence, c'est dans le lot intermédiaire. Donc, généralement, les œufs se retrouvent au niveau de l'intestin de l'homme, au niveau du poumon de l'homme, bien de l'animal. Donc, les œufs sont éliminés dans le milieu extérieur, vont libérer le méracidium qui nage dans l'eau à la recherche de mollusques. Donc, à l'intérieur du mollusque, le méracidium va se transformer en sporocyste, qui va donner des rédis de première et de deuxième génération, qui vont donner des cercaires qui nagent dans l'eau à la recherche de son hôte intermédiaire, qui est représenté par les écrevisses, les crevettes, les crabes de l'eau douce. Donc, à l'intérieur de ce deuxième hôte intermédiaire, ils vont s'enquister, ils vont donner des métacercaires. Donc, l'homme, généralement, va se contaminer en consommant les crabes ou bien les écrevisses crues, ou bien il peut consommer aussi l'eau contaminée par les métacercaires, et les dystomules vont traverser la paroi intestinale, ils vont traverser aussi le diaphragme, ils vont gagner les poumons à partir de la plèvre. Généralement, les signes cliniques sont pulmonaires, parce que le parasite est de localisation pulmonaire. Donc, les symptômes sont pulmonaires chroniques,
sont représentés essentiellement par la toux, les expectorations qui sont noirâtres ou bien brunâtres, des hémoptysies parfois. تعرفوا les hémoptysies? تعرفوهم très bien. Les hémoptysies يعني كاين du sang. كيسأل كاين du sang. D'accord? Et une dyspnée. Il y a les localisations, parfois on peut retrouver des localisations extrapulmonaires. Donc on peut retrouver les paragonymoses cérébrales, les paragonymoses abdominales et les paragonymoses sous-cutanées. Le diagnostic se fait par la mise en évidence des œufs, mais les œufs nous avons les expectorations pulmonaires, les épanchements pleurales, et parfois on peut les retrouver aussi au niveau distal. Le traitement se fait par le praziquantel. En dernier lieu, c'est les dystomatoses intestinales. Donc, en dernier lieu, c'est les dystomatoses intestinales qui sont fréquentes surtout en Asie, en Égypte. Donc, il y a plusieurs espèces qui peuvent toucher l'homme. Il y a Phaseolipsis busqué, il y a Metagonimus yokogawai et il y a Heterophies qui est la plus petite, donc qui est le parasite le plus petit. Généralement, ces parasites donnent des troubles digestifs, parfois une altération de l'état général. Le traitement se fait par la tridémie. La tridémie, c'est le traitement des cystodes adultes. Donc c'est le même traitement, c'est la tridémie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.